Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Il me semble que si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif. Pognon, 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 j'entends parler que de ça tous les jours. Alors, les impôts n'augmenteront pas, c'est un engagement que nous avons pris avec le président de la République. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. Je pense que un travail avec les parlementaires qui, depuis des années, ont essayé de regarder de quelle manière on pouvait avoir un meilleur équilibre. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Et le gouvernement Bayrou maintient finalement un impôt exceptionnel sur les hauts revenus dans le projet de budget 2025. À terme, il devrait être remplacé par une taxe sur les hauts patrimoines censée lutter contre l'optimisation fiscale. Alors parlons vrai, est-ce que plutôt que de créer toujours plus d'impôts, il ne faudrait pas plutôt baisser la dépense publique? Et à cette question, impôt exceptionnel sur les plus riches, faut-il taxer plutôt, vous dites à 34% les revenus, à 13% le patrimoine et à 53% les deux? Vous voulez réagir? Et si vous pensez qu'il ne faut rien taxer du tout même, appelez-nous au 0826 300 300. Et je me tourne naturellement vers Philippe Bilger. Philippe, je me demande d'abord si tout cela n'est pas encore une fois, et on comprend bien que la conjoncture politique y prête, une concession à la vision sociale de la gauche. Je veux dire, évidemment, le fait d'avoir dissocié les socialistes pour l'instant du nouveau Front populaire va entraîner certainement, peut-être avec démagogie, un certain nombre de concessions de la part de François Bayrou. Deuxième élément, à supposer que je sois compétent dans ce domaine, je dirais que je serais assez sensible à l'impôt sur les patrimoines plutôt que sur les revenus, dans la mesure, et je le dis avec précaution devant deux spécialistes, où j'estime que les revenus relèvent davantage du travail et de l'énergie individuelle, tandis que le patrimoine, c'est quelque chose qui vous arrive en quelque sorte sans qu'on l'ait mérité. Pardon pour l'infirmité du propos. Permettez-moi, on peut faire un patrimoine grâce à son travail. Oui, j'entends bien, mais en général, bon... Alors moi, je suis heureux d'entendre Philippe Bilger aujourd'hui, mais j'espère que ça durera, rendre hommage notamment à la théorie de l'égalité des droits. C'est vrai que quand on est plutôt à gauche et plutôt égalitariste, on considère que le capital, c'est quand même une des premières marques d'inégalité, puisque ça fait partir les hommes, les êtres humains, dans la vie, avec une grande différence entre ceux qui n'ont rien que la force de leurs bras ou de leur intelligence pour progresser, et puis ceux qui partent déjà avec un patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il faut annihiler ce patrimoine, ça veut dire simplement qu'on peut le faire un peu plus contribuer pour rétablir une forme d'égalité entre les citoyens. Donc la question, c'est pas de taxer comme un malade le patrimoine. La question, c'est peut-être de regarder aujourd'hui ce qui relève de la taxation du travail, ce qui relève de la taxation du capital, et de considérer qu'on a de plus en plus taxé le travail et de moins en moins le capital, et qu'à un moment on a besoin d'un peu plus d'argent public, parce que quoi qu'on fasse, on en aura besoin d'un peu plus. Et ben c'est pas mal que le capital contribue un peu plus. C'est pas travail capital, notre question, c'est revenu patrimoine. Dans les revenus, il y a aussi les revenus du capital, les dividendes par exemple. Mais j'ai bien compris que votre question était plus jésuite qu'elle n'est. Bon, ça va être mon moment coup de gueule, parce que alors vraiment, moi, je n'en peux plus de cette approche qui vise sans arrêt à dire qu'il faut taxer les riches en croyant encore dans ce pays du nivellement par le bas, que parce qu'on va prendre aux uns, les autres vont se porter mieux. Moi, je veux moins de pauvres, je veux pas moins de riches. Première remarque. Deuxième remarque, c'est l'économie pour les nuls. Je suis désolée, mais qui crée de l'emploi dans ce pays? C'est les entrepreneurs, on en a parlé, on les a salués. Les salariés. Les salariés aussi, mais pardon, il y a un moment donné où ça a été modélisé. Pourquoi le patrimoine est moins taxé que le travail? Parce qu'il y a une autre prise de risque, et parce qu'à un moment donné, on a besoin d'investissement. C'est quoi la prise de risque des enfants de Bernard Arnault? Mais non, mais une fois encore, là, on est sur l'héritage. Non, mais là, on est sur l'héritage. Moi, s'il ne tenait qu'à moi, on pourrait tout transmettre en franchise d'impôts, et j'irais plus loin. Si on voulait que l'argent circule, on donnerait la possibilité aux grands-parents et aux arrière-grands-parents de donner largement, voire au-delà de son devoir de parents aux grands-parents. Moi, je dirais qu'au-delà d'un certain âge, on pourrait même déshériter des enfants, donner à d'autres enfants qui seront peut-être pas dans des familles qui
sont bien dotés et ainsi de suite. Donc moi, j'irai beaucoup plus loin là-dessus. Mais troisième point, pardon, mais il y en a marre que la France soit tout le temps en train de réfléchir à comment on va emmerder des gens qui réussissent quand nos voisins, parce qu'on vit pas dans un monde, on n'est pas isolé. L'Italie, Madame Meloni, elle a compris, elle est en train de faire de son pays un Eldorado de gens qui réussissent. Il y a un montant d'impôt qui va paraître colossal pour beaucoup de gens, 200 000 €, et tout frais payés, tout compris, le capital, le travail, tout, l'ISF, les plus-values, etc. Et bien, qu'est-ce qui se passe en Italie? Vous avez plein de gens qui quittent Londres pour aller s'installer à Milan, parce qu'aujourd'hui, il y a un ruling fiscal qui cartonne. Rappelez-vous ce qu'avait fait le Portugal sur les retraités. On a 10 ans d'exonération d'impôts. Un des plus beaux pays du monde. Il y a énormément de gens qui rêveraient de venir s'installer en France. Nous, au lieu d'attirer les riches, au lieu de se dire qu'il faudrait que plein de riches venus du monde entier s'installent en France, avec un ruling fiscal qui leur serait peut-être favorable, mais on oublie, parce qu'on regarde le petit bout de la lorgnette, que c'est pas que la ligne ISF ou la ligne, c'est la ligne consommation. Ces gens-là, ils ont un chauffeur, ils ont une femme de ménage, ils font travailler machin, ils dépensent, qu'ils viennent dépenser chez nous, au lieu de mettre dehors les riches qui vont aller dépenser ailleurs. Alors, moi, ça me rend dingue, parce qu'à la fin des fins, je finis, à la fin des fins, on va perdre au lieu de gagner. Donc c'est des faux, ça c'est il n'y a jamais de fin avec Virginie. C'est des faux impôts. Au lieu d'avoir des recettes fiscales, on va perdre encore des recettes potentielles. Peut-être dire, je vais caricaturer votre pensée, c'est la mienne qui va être caricaturale, mais quand même, vous nous dites le ruissellement, ça ruisselle. Et ça ruisselle. Vous avez décrit le ruissellement. Bon, on a bien vu que le ruissellement, ça ruisselait très peu, sauf effectivement à créer une société de domestiques. Moi, c'est pas la vision de la société que j'ai. Moi, je ne suis pas persuadé que demain, les citoyens français auront vocation à travailler pour les hyper riches. Deuxièmement, tout le monde ne peut pas être ingénieur non plus. On préfère les avoir au chômage. Je préfère des citoyens plutôt que des domestiques. Deuxièmement, vous nous parlez de l'exemple italien. Et vous avez raison. Là, le fameux dispositif d'impatrié qu'a mis en place Madame Meloni a énormément de succès en Europe, ce qui prouve que nous avons beaucoup de travail à faire en Europe pour l'harmonisation fiscale. Il faudrait qu'on arrête de se battre entre Européens et de se faire de tailler des croupières entre partenaires. Mais vous dire quand même qu'avant de prendre cette décision, Madame Meloni en a pris une autre. Elle a supprimé le RSA. Et donc, effectivement, supprimant le RSA, elle peut baisser les impôts pour les plus riches. Mais on voit bien que quand on supprime les impôts pour les plus riches, quand on supprime des rentrées fiscales, on supprime des dépenses, et notamment des dépenses sociales. Mais il faut d'abord baisser la dépense publique mais je peux être d'accord avec vous avec ça. Moi, je ne parlais pas d'une grande révolution où on allait mettre tous les riches dans des usines pour les rééduquer. Je parlais simplement de ramener une sorte d'équilibre entre ce qu'on prend sur le travail par rapport à ce qu'on prend au capital. Et je pense que depuis plusieurs années, et pas que depuis M. Macron, on pourrait mettre aussi une politique fiscale de M. Hollande en cause, on a beaucoup plus pris aux travailleurs fiscalement qu'au capital. Mais attendez, et que, à mon sens, ça devrait être rééquilibré. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais il avait voulu imposer le capital au niveau du travail. Rappelez-vous bien, la taxe à 75%, le début de son mandat, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au tout début du mandat de François Hollande? Je suis bien placé pour le savoir. J'avais Goldman Sachs comme actionnaire. C'est que vous aviez tous les fonds de pension américains, les gros investisseurs internationaux qui disaient stop, on ne va plus en France. Et pour le coup, je ne suis pas macroniste, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Emmanuel Macron a rétabli une forme d'attractivité économique de notre pays en réattirant les investisseurs en France, justement parce qu'il fait la flat tax. Donc moi, quand j'entends encore aujourd'hui que quand un truc a marché, on va revenir en arrière, on va nous faire la vieille lune totalement démagogique de prendre 30 secondes. On est en train de parler de 350 personnes parce qu'on a mis des seuils très élevés sur le patrimoine ou le travail. Donc voilà. C'est grotesque. Oui, mais c'est ce qu'a dit Philippe Bilger. C'est de la démagogie pour faire plaisir. Si je suis de droite ou gauche. Allez. Dramatique. Les amis, c'est déjà ça de gagner, Philippe. On a progressé. J'avais pourtant plein d'espoir de se dire qu'on allait peut-être passer ce week-end ensemble. Visiblement, ça va être compliqué. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Nicolas Corato, qui a fini par arriver, bien entendu. Merci beaucoup, Virginie Calmels. On vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, notre Alex Priam. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Alex. Bonsoir à tous. Salut les vrais voix. Belle soirée rugby en vue.
Ah oui, très belle soirée de rugby, effectivement, avec de la Pro D2 ce soir, comme d'habitude, comme tous les vendredis soirs. Et puis, cette dernière journée de Champions Cup qui va commencer ce soir et qu'on poursuivra tout le week-end avec des grands objectifs pour les clubs français, notamment pour l'Union Bordeaux-Bègles et pour le Stade Toulousain, mais pas seulement. Dans un instant, sur Sud Radio, on sera avec Philippe Spanghero autour notamment du multiplex Pro D2 et de ce match à venir entre Béziers et Angoulême. Et bon, comme tous les vendredis, on sera là. Merci beaucoup, passez un très bon week-end. On vous retrouve lundi avec les vraies voix. Merci beaucoup à Maxime, merci beaucoup Justine, merci beaucoup Aude, Félix et Nelly, notre équipe formidable, et on vous retrouve lundi à partir de 17h. Passez un très bon week-end. Bien dans mon immeuble.